Vous qui êtes aujourd'hui sur cette chaîne de télévision, nous vous promettons que nous allons traverser l'Afrique de fond en comble. Aujourd'hui, nous sommes en République du Bénin. Là, nous sommes avec l'ambassadeur représentant permanent de la République du Bénin auprès des Nations Unies. Il s'agit de son Excellence, Monsieur Jean-Francis Nzissou. Ce dernier est ici depuis Belle Rulette. Alors, avec lui, nous allons découvrir la République du Bénin. Nous allons parler de sa politique, nous allons parler de l'économie et surtout de la démocratie, puisque vous êtes sans ignorer que ce pays est en train de faire des prouesses en ce qui concerne la démocratie. Bonjour, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour, Monsieur Kanyembe. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir de la mission permanente du Bénin auprès des Nations Unies. Pouvez-vous nous donner une petite historique de ce pays, de son accession à l'indépendance jusqu'à ces jours? Parce que nous voudrions savoir exactement ce qui s'est passé. Il y a eu des transitions où nous avions des systèmes militaires. Nous sommes passés par les systèmes intérimaires et aujourd'hui nous parlons de la démocratie. C'est vraiment une histoire qui a marqué l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de 1960 à nos jours, comment le Bénin a évolué, monsieur l'ambassadeur? Merci. Je voudrais vous exprimer toute ma gratitude pour l'intérêt que vous nous manifestez pour mon pays, le Bénin. Le Bénin, c'est un pays, je dirais, qui a pris cette dénomination en 1975. Mais avant, le Bénin s'appelait le Dahomey. Et vous avez parlé de l'indépendance du pays depuis 1960. À la cession de ce territoire à l'indépendance, il s'appelait le Dahomey. Et comme vous le savez, le Dahomey est encastré entre le Togo, le Nigeria, le Togo à l'ouest, le Nigeria à l'est, le Niger au nord et le Burkina Faso au nord-ouest. Et au sud, c'est l'océan Atlantique. Donc, c'est un territoire qui a une longue histoire. Vous avez dit à partir de 1960. Vous savez, le Bénin, c'est un pays où s'est développé des civilisations très anciennes. On l'appelait avant la côte des vents, ensuite c'est devenu la côte des esclaves, et ensuite, après une forte résistance à la colonisation, le Bénin a été, disons, transformé en une colonie française et est resté colonie française jusqu'en 1960. Et vous savez que, en tant que colonie, c'était vraiment un lieu de foisonnement d'idées, de foisonnement de mouvements. Et à la fin, on s'est retrouvé indépendant avec, comme premier président de la République, M. Hubert Maga, et qui a gouverné le pays jusqu'en 1963. En 1963, il y a eu un premier coup d'État. Et ensuite, on a ainsi commencé la valse des coups d'État jusqu'en 1972. Le 26 octobre 1972, il y a eu un dernier coup d'État et c'était effectivement le dernier dans l'histoire du pays. Et donc, ce coup d'État a été suivi de l'adoption de l'idéologie marxiste-léniniste en 1974 et de la proclamation de l'État-parti en 1975 avec le changement de dénomination du pays. Et comme vous le savez, on est passé du camp occidental au camp, disons, au bloc de l'Est, au bloc socialiste. Et nous avons des militaires d'abord, puis civilo-militaires qui se sont succédés, ont engagé des réformes, ont fait des investissements colossaux. Tout le développement du pays, on voulait créer la société où il fait bon vivre pour tous, mais du rêve à la réalité, il y a un long chemin, et le chemin que nous avons emprunté ne nous a pas conduit à réaliser les rêves qui nous étaient promis, puisque le chemin était semé d'exclusion, était semé de, disons, persécution, je vais dire, même au niveau, à l'encontre de celles qui avaient été établies dans le pays. Donc, de la démocratie turbulente que nous étions, parce que c'est cette turbulence de maintenir l'indépendance.
on est passé à la phase d'instabilité qui a fait que le Bénin a connu en l'espace de 12 ans une douzaine de chefs d'État. De chefs d'État parce que les coups d'État se sont succédés, certains ont abouti à l'établissement de régimes civils, d'autres ce sont des gouvernements. En 1972, il s'est constitué dans le pays une alliance entre certaines couches de la population, stabilité, mais pas un régime fécond, parce que le développement en a souffert, on n'a pas pu vraiment disons, libérer les énergies de la population pour contribuer vraiment dans un creuset de fraternité au développement du pays. Et cela a conduit à la faillite du régime. À la faillite du régime qui est intervenue à la fin des années 80. La fin des années 80, la faillite a été d'abord créée par les investissements colossaux que le gouvernement avait entrepris. Et donc, il faut que ces investissements soient productifs. Or, la mauvaise gestion et la gestion amateuriste, je vais dire, des investissements, n'ont pas permis de vraiment, disons, rentabiliser ces investissements pour qu'on puisse rester à flot. Donc, les difficultés économiques se sont amoncelées et ont débouché sur une crise politique grave. Une crise politique grave, en ce sens que l'État n'avait plus les ressources pour faire tourner la machine. Et comme on le dit, les régimes, disons, totalitaires, les régimes monolithiques, c'est comme des bicyclettes. Tout tombe, tout s'arrête. Donc, c'est ce qui s'est passé en 1989. Et il y avait vraiment une très forte tension dans le pays. On allait vers, disons, une crise, sinon un conflit, puisque, disons, l'armée était... puisque les chocs causés par la rupture des services sociaux, par exemple les hôpitaux ne marchaient pas, les écoles ne marchaient pas, parce que les instituteurs étaient en grève, l'administration elle-même tournait au ralenti, et tout cela a amené les fils du pays à réfléchir sur la façon dont on peut inverser toute cette tendance négative qui propulsait le Bénin vers l'abîme. Et c'est pour cela que des dignes fils du pays ont eu l'idée de suggérer au chef de l'État d'abandonner l'idéologie marxiste-léniniste et de convoquer une conférence nationale pour discuter de l'avenir du pays. Donc, à un moment où tout le monde s'attendait à ce que ça casse au Bénin, nous nous sommes retrouvés entre frères et nous avons, dans le cadre de la conférence nationale qui fut la première tenue en Afrique en situation de crise, dans le cadre donc de la conférence nationale, nous avons percé l'abcès et nous sommes arrivés en l'espace de 10 jours, du 19 février au 28 février, à faire émerger de l'abîme un Bénin nouveau. Bénin nouveau, démocratique, on l'a appelé le renouveau démocratique. Renouveau démocratique parce que à la conférence nationale qui a rassemblé 500 participants venus de tout le pays, on a réussi à s'entendre sur ce que doit être l'avenir du pays. On a fait le bilan du passé sans faire un procès et on s'est entendu sur ce que doit être l'avenir du pays. On a ébauché un projet de société qui a été consigné dans les déclarations finales qui ont été faites au cours de la conférence. Et cela a permis d'ouvrir une période transitoire établie par la conférence, à savoir rétablir le nom du pays, République, en tant que République et non plus en tant que République populaire. On est passé de République populaire à la République. On a abandonné l'idéologie marxiste-léniniste. On a établi un système pour tout citoyen qui remplit les conditions de constituer un parti. Et ça a entraîné ce que vous, comme vous le savez, une démocratie très vivace, une démocratie très active, où nous avons plusieurs dizaines de partis politiques qui animent la vie politique. Donc, au terme de la période transitoire, on s'était doté d'une constitution, une nouvelle constitution, la constitution du 11 décembre, qui continue d'être en vigueur jusqu'à présent. Et
nous avons aussi organisé les premières élections en 1991, en mars 1991, où le Premier ministre élu par la conférence nationale s'est présenté et est devenu président de la République, prenant ainsi la succession du général Mathieu Kérékou, qui avait été maintenu pour la période transitoire d'1 an, après la conférence nationale. Et dans le pays, après la conférence nationale. Cette conférence nationale nous a dotés d'institutions vraiment stables. Nous avions un Parlement qui est composé de 83 députés, qui a été élu également dans la même période et qui en est maintenant à la 5e législature. Donc nous avons un système politique qui est basé sur des contre-pouvoirs qui font que quand il y a, disons, des difficultés, il y a un arbitre qui intervient et qui peut dire le droit et permettre au pays de continuer d'évoluer. Donc, c'est grâce au bon fonctionnement des institutions issues de la conférence nationale qui se base, qui a généré un consensus national qui continue de prévaloir jusqu'à présent, que nous réussissons donc à nourrir notre démocratie, à l'alimenter, parce qu'il s'est doté de mécanismes de gestion des difficultés, je vais dire, des divergences, de gestion des divergences qui en font la force. Donc, comme vous le savez, dans le cadre de cette nouvelle constitution, nous avons élu en 1991 le président Nicéphore Soglo, qui a été battu aux élections, à l'élection présidentielle de 1996, avec le retour au pouvoir du général Mathieu Kérékou. Mathieu Kérékou a été réélu en 2001 comme président de la République et a fait un second mandat qui s'est terminé en 2006. Et depuis 2006, nous sommes dirigés, le pays se trouve sous la présidence de Dr Boni Yayi, qui est un économiste qui essaie d'impulser sa nouvelle vision, une nouvelle approche au développement du pays. Et donc, comme vous le voyez, nous avons suivi une évolution normale au cours de cette période de 22 ans qui nous sépare de la conférence nationale et nous avons fait des progrès au point de vue de la stabilisation du pays, au point de vue de la consolidation des institutions. Nous avons également fait des progrès du point de vue économique, où nous avons vraiment engagé, en particulier depuis 2006, un processus de modernisation du pays qui se poursuit sous la présidence de Dr Boni Yayi. D'un pays a une histoire à donner au peuple africain, puisque nous savons que c'est un pays qui est venu dans la confusion, comme tout pays africain qui se recherche, mais sur base de votre expérience, aujourd'hui vous êtes un pays stable. On parle du Bénin comme étant un pays qui est modèle de la démocratie. Et quand nous disons ça, c'est puisque nous voyons que vous avez le général Kérékou qui était au pouvoir dans la dictature. Il a été balayé par la démocratie, il a été ramené par la démocratie et nous avons constaté par après que au lieu de changer la Constitution, au lieu de se cramponner au pouvoir, il a respecté la Constitution. Vous êtes sans ignorer, Excellence, que nous avons des cas en Afrique, entre autres l'histoire récente de M. Abdoulaye Wade, qui ne voulait pas partir puisqu'il voulait même toucher la Constitution ou à la rigueur faire passer son enfant. Il n'a pas eu. Il y a l'autre histoire qui nous a encore donné un cas qui n'a pas été vraiment très bon, c'est-à-dire le cas du général Gueye en Côte d'Ivoire. Ce dernier a été balayé, il est mort puisqu'il cherchait à se cramponner au pouvoir. Et aussi, il y a l'histoire encore de quelqu'un qui ne voulait pas partir après la transition, c'est-à-dire Dadis Camara en Guinée. Mais au Bénin, ce n'est pas le cas. Quel est le secret? Excellence. Disons, en faire un cas d'école, mais ce qui s'est passé au Bénin suit un déterminisme propre à notre pays, qui est un pays de dialogue. Nous sommes un pays fait de diversité, mais nous avons aussi une tendance au brassage et nous avons
une propension à encourager, à promouvoir le dialogue. Et souvent, la tradition africaine qui, disons, innerve toute la culture béninoise fait que nous avons tendance davantage à rechercher des solutions pacifiques aux différents qu'à aller à la confrontation. Donc, c'est ce qui a fait que dans les situations difficiles qu'a connues le pays, il s'est trouvé toujours des voies sages pour encourager la recherche de solutions communes, de solutions collectives. Et c'est pour cela que, plutôt que d'aller à faire émerger le consensus national. Donc, le fait d'avoir un consensus national à la base est une force inestimable pour un pays. Parce que nous avons un contrat social qui nous lie. Et nous avons des repères par rapport auxquels on peut mesurer le bon comportement. Et c'est cela qui a fait que nous avons suivi une évolution qui s'est montrée très stable. Nous avons suivi, disons, nous avons installé une démocratie qui est vivace et qui montre chaque jour sa vitalité. Et c'est une démocratie basée sur le principe de l'égalité souveraine et du respect des droits de l'homme, l'égalité souveraine des États, mais aussi du respect des droits de l'homme et des engagements que nous avons pris à divers niveaux, aussi bien à travers la Constitution, parce que la Constitution, c'est un engagement que chaque citoyen a pris. Et les citoyens sont les premiers à défendre leur constitution. Et c'est ce qui fait la force du système politique béninois. Les citoyens sont très mobilisés. Nous avons une société civile très active. Et c'est cette société civile qui a étouffé les velléités qui s'étaient manifestées. Je dois dire, nous avons un dirigeant à l'image du pays. C'est un pays qui est pétri de sagesse. Le Bénin est un pays pétri de sagesse. Et nous avons un dirigeant qui s'est inspiré de cette sagesse pour entendre la voix du peuple, Dieu. Donc, le général, en 2006, a entendu la voix de la raison. Et il s'est retiré parce qu'il était frappé par la limite d'âge et il était frappé par la limitation des mandats qui sont inscrits dans la constitution du Bénin. Et cette constitution avait pour vestale les organisations de la société civile, la population qui veillait à ce qu'elle soit appliquée. Et c'est pour cela que nous avons pu avoir une transition pacifique qui s'est passée de façon étonnante dans la paix, la quiétude, le dialogue, et qui nous a permis de prendre ce virage que nous devions affronter en 2006 de façon très positive. Et donc nous avons maintenant au pouvoir le docteur Boni Yayi, qui est un économiste, qui a été, disons, encouragé par certaines personnalités du pays à se présenter aux élections, quand bien même il n'était pas politicien. Parce qu'au moment où il se présentait, il était directeur général de la Banque ouest-africaine de développement, poste qu'il avait occupé déjà pendant 10 ans. Donc, il s'est présenté et il a été soutenu par la grande majorité de la classe politique. 75% des électeurs ont voté pour lui et il affrontait au deuxième tour des élections disons un dirigeant politique très affirmé aussi, qui a obtenu à l'époque 25% des suffrages exprimés. Et ce qui a fait que la population a adhéré au projet, a adhéré, disons, au programme présenté par Dr Boni Yayi, c'est que ce programme était présenté sous le slogan du changement. Le changement sous divers angles. Changement pour le mieux. Changement pour la prospérité partagée. Changement pour l'émergence du pays. Et c'est vraiment quelque chose qui ont pour l'émergence du pays. Et ce qu'il a voulu faire a été soutenu par l'ensemble de la population. Et c'est ainsi qu'il a pu mettre en œuvre, jour après jour, une politique de presque la lutte contre la corruption, qui avait pris des proportions inquiétantes sous
la fin de l'ancien régime du général et qui risquait de gangréner toute la société béninoise. Il est venu, le nouveau président, Dr Boni Yayi, avec une volonté déterminée de combattre la corruption, qui s'est manifestée. Cette volonté s'est traduite par la volonté, s'est traduite par une détermination très ferme de remettre le pays sur la voie du droit, de terminer, de mettre fin aux voies de fait, de mettre fin à l'informel, de ramener les pratiques du pays sur la conformité. Disons pas de gérer le pays dans la transparence. On ne pouvait plus dépenser l'argent de l'État comme on le voulait. Et on devrait rendre compte. Il y avait l'obligation de rendre compte, l'obligation de résultat et l'obligation de rendre compte de ce qu'on a fait devant le peuple qui s'était manifesté de façon très, très prononcée. Et il a aussi engagé une politique d'investissement par la réalisation de grands travaux, et la priorité a été accordée à la matérialisation des atouts que présente notre pays. Notre pays est un pays de transit. Et en tant que pays de transit, il faut des voies carrossables, il faut des routes praticables, il faut, disons, pouvoir lubrifier les circuits de la circulation, et lubrifier la circulation pour faire en sorte que le pays puisse évoluer et tirer parti de ces avantages, de ces atouts économiques, de ces avantages comparatifs. Et 6 ans de régime, 6 ans de gouvernement de Dr Boni Yayi dépassent largement le kilométrage que nous avions, le nombre de kilomètres de route que nous avions changé le visage de la ville de Cotonou. La ville de Cotonou, c'était une ville où les embouteillages étaient monnaie courante. Maintenant, il a construit des échangeurs qui ont réussi à lubrifier le trafic, la circulation routière. Il a aussi essayé de pallier un peu aux insuffisances du réseau routier que nous avions hérité de la colonisation. Vous savez que la colonisation a dressé une route du nord au sud et il n'y avait pas de route qui reliait les villages. Sinon, les routes qui reliaient les villages n'étaient pas, disons, bien entretenues, n'étaient pas bien aménagées. Donc, nous sommes passés sous le président Boni Yayi à un programme de réseautage des routes pour faire en sorte qu'on désenclave le pays. Et désenclaver le pays, c'est faire en sorte que la production puisse circuler, qu'il n'y ait pas d'abondance dans une région alors que la famine prévaut dans une autre. On peut donc, les populations ont donc la possibilité, et comme on le dit, la route du développement passe par le développement de la route. Donc, et c'est cela qui se poursuit. Le président, au-delà de ce programme d'investissement qui visait à accélérer la croissance du pays, a également un programme social très puissant. Le programme social s'est manifesté d'abord par la mise en route ou le renforcement du réseau de microcrédits qui existait dans le pays et qui permet aux couches vulnérables, qui a été proclamée gratuite et obligatoire, et tout cela a permis de mettre en place disons, de renforcer le tissu social, parce qu'un État, c'est d'abord les services, les prestations de services sociaux de base qui doivent être garanties, et cela s'est manifesté sous plusieurs autres aspects d'assurance universelle, un programme d'assurance universelle qui permet de faire en sorte que quand une opératrice économique, quand un citoyen prend un crédit, que le crédit ne serve pas à traiter les maladies, mais serve plutôt à réaliser des investissements productifs. Et vous savez que nous avons bénéficié dans cette période, aussi bien depuis la conférence nationale jusqu'à ce jour, et plus particulièrement dans la période de Dr Boni Yayi, d'une importante aide étrangère qui a accompagné l'action du Bénin, et aussi une action qui a eu pour objectif d'assurer, disons, les équilibres macroéconomiques de telle façon qu'on puisse créer une bonne base pour le développement. Et tout cela s'est accompagné aussi d'un programme de valorisation des ressources humaines
valorisation des ressources humaines par les programmes de recyclage, les programmes de formation, le recrutement, la reprise du recrutement dans la fonction publique et des concours divers qui s'organisent et qui font que le Bénin se trouve dans une dynamique positive. Et il y a eu quelques écueils comme, je vais dire, la crise ICC, la crise ICC qui a été créée par, se sont lancés dans des activités de mobilisation de l'épargne de la population à des fins non productives puisqu'ils thésaurisaient l'argent. Le gouvernement a pris les devants et a essayé de réaliser les actifs de ces ONG pour pouvoir rembourser les personnes qui ont été grugées dans leurs épargnes. Et comme vous le savez aussi, nous avons quelques difficultés sur le plan économique que nous essayons de régler. La crise, je vais dire, du pétrole, la crise énergétique, a frappé durement le Bénin et a constitué un frein pour l'énergie que le président a voulu impulser et pour la dynamique de progrès que le président a voulu impulser au pays. Et pour ne rien vous cacher, en 2008-2009, le gouvernement a dû divertir près de 100 milliards de francs CFA pour subventionner les produits alimentaires pour maintenir le niveau d'approvisionnement de la population à un niveau supportable. Donc, et comme vous le savez, c'était la crise alimentaire qui a suivi la crise énergétique et qui a occasionné une flambée excessive des prix des denrées alimentaires. Et je dois dire que le gouvernement béninois avait, disons, une vue d'anticipation sur cette situation, ce qui a permis aussi d'amortir la situation, parce qu'il y avait déjà en place une politique de promotion de l'agriculture et surtout de la production des denrées alimentaires, de zéro production de riz à 250 000 tonnes de riz produits au niveau national. Maintenant, nous sommes en train de prendre les dispositions pour accroître cette production à 300 000 tonnes de riz. Il y a des études qui ont été faites qui prouvent que ces objectifs-là peuvent être atteints. Qu'on ne peut pas cacher. On ne peut pas cacher cela. Il y a des difficultés. Le gouvernement essaie de les surmonter. L'une des difficultés, c'est aussi le port. Le port a été, disons, attaqué dans ses activités par la piraterie. Et le président de la République a vite mobilisé la communauté internationale pour une réponse énergique à ce fléau. Et l'année dernière et cette année, les actions qui ont été menées ont permis de ramener, disons, les cas d'attaque contre les navires à presque zéro. Et vous saviez que c'était quelque chose de très dangereux pour le pays, puisque le pays tire 55% de ses recettes fiscales des activités du port. Et le port, attaqué de temps à autre par les actes de piraterie qui se produisaient dans nos eaux territoriales, a vu baisser de façon drastique la fréquentation des bateaux. On est passé de 150 bateaux à 30 bateaux par mois. Et ça a nécessité une riposte rapide, et c'est pour cela que le président a adressé, disons, une requête aux membres du Conseil de sécurité qui ont pris les mesures nécessaires et ont encouragé, disons, une coopération au plan régional, au plan sous-régional, puisque nous avons pu lancer des patrouilles conjointes avec le Nigeria, avec les forces navales nigérianes qui ont territoriales. Et ces patrouilles viennent d'être renouvelées et vont se poursuivre. Dans le même temps, pour voir la puissance, disons, économique qui se met en place petit à petit au Bénin, le gouvernement béninois a pu acquérir 3 bateaux de patrouille, 3 vaisseaux de patrouille. Le dernier a été livré hier dans nos eaux et va venir renforcer la surveillance des activités portuaires et des activités de la navigation maritime dans la région pour assurer la sécurité de la circulation maritime dans nos eaux territoriales. Et en plus de cela, il y a eu aussi le programme de vérification des opérations au niveau du port
qui a eu quelques difficultés parce que ce programme avait été négocié avec un partenaire privé qui n'a pas pu tenir ses engagements et le gouvernement a repris les choses en main et est en train de faire en sorte que le port puisse devenir, disons, compétitif à travers les différentes activités qui sont mises en place, entre autres le guichet unique qui permet de couper court à tous les circuits de corruption, parce que vous arrivez avec votre connaissement, vous le déposez à un guichet et vous revenez pour retirer votre bien. Donc, et il y a aussi le dispositif qui est mis en place dans le cadre de la modernisation des activités du port pour assurer le scannage des containers. Et tout cela participe du renforcement de la crédibilité, du renforcement de la compétitivité du port de Cotonou qui se modernise. Parce que c'est en cela que se constitue cette puissance économique. Parce que quand vous avez un outil performant qui est moderne, l'activité viendra à vous. C'est une question de temps. Donc, nous sommes très confiants que notre pays va évoquer, le Bénin et des efforts que fait le gouvernement, c'est aussi la dynamisation du secteur de la filière coton. La filière coton était confrontée à des difficultés. Le gouvernement a pris les taureaux par les cornes et a mis tout en œuvre pour éviter ce qu'on appelait déjà une année blanche cotonnière. Qui est partie du groupe des PMA. Nous avons tenu la 4e conférence internationale des PMA à Istanbul et nous avons un programme d'action. Pays les moins avancés. Les pays les moins avancés. Il y a un programme d'appui des Nations Unies qui les accompagne. Et nous avons négocié le 4e programme à la 4e conférence internationale des Nations Unies pour les PMA à Istanbul en mai 2011. Et ce programme dit que les gouvernements doivent se doter, les gouvernements des PMA doivent se doter de stratégies de développement. Et ces stratégies de développement doivent se baser sur leurs atouts économiques. Et l'objectif de ce programme est de faire en sorte que la moitié des PMA puissent émerger de cette catégorie pour passer à une catégorie de revenus supérieurs. Donc, nous sommes justement en train de faire cela, en train de faire les réformes qu'il faut pour pouvoir relancer l'activité économique et accélérer le processus de croissance du pays. Et cela, je dois vous le dire, cela se fait en jouant dans... Yayi a adopté un nouveau programme qui est dit programme de la refondation du pays. Refondation du pays, pourquoi? Parce que on a constaté que nous sommes un pays stable. Mais pour garantir la stabilité à long terme, il nous faut corriger certains travers. Et ces travers ont un rapport avec le respect des valeurs, le respect de la spiritualité, le respect de l'éthique, du comportement, du bon comportement qui commençait à manquer et de façon criarde dans certains domaines. Et donc, un des éléments marquants de ce programme de refondation de l'État, de la nation béninoise, c'est la charte nationale de la gouvernance, de la gouvernance démocratique, qui est un document nouveau qui a été négocié et qui précise les valeurs auxquelles la société pacifique au Bénin, et ce document a été adopté par une vaste majorité, une large majorité des forces politiques du Bénin, évolution vers le progrès. C'est au point où toutes mes questions sont parties, mais néanmoins, il me reste toujours quelque chose. Est-ce que vous n'avez pas suivi aussi, partout en Afrique, on parle toujours des projets, des grands projets, c'est-à-dire construction des routes, les micro-économies au niveau de la communauté. Est-ce que peut-on dire sincèrement que ce programme est un programme financé exclusivement par votre gouvernement, ou bien c'est un programme comme dans tous les autres pays du monde, comme nous l'avons suivi ensemble avec vous hier? Il y a l'équipe du Fonds monétaire international qui est descendue à Cotonou et ils étaient reçus là pour l'évaluation
des actions du gouvernement. Est-ce que c'est l'argent du Fonds monétaire international qui vous aide à voler à ce niveau où vous êtes, qui du reste à apprécier, puisque dans d'autres pays, cet argent se volatilise, mais vous l'avez utilisé à bon escient, ou vous pouvez nous dire que vous avez une source à vous qui vous aide à mettre en place le programme du docteur Boni Yayi? Le progrès, c'est des investissements. Le progrès, c'est la volonté d'aller de l'avant. Donc, quand ces trois éléments sont ensemble, immanquablement, on fait du progrès. Le Bénin est un pays qui a fait beaucoup d'efforts pour assainir ses finances publiques. Et pour assainir ses finances publiques, il a obtenu l'appui des institutions de Bretton Woods. Déjà, au sortir de la conférence nationale, nous avons adopté un premier programme d'ajustement structurel. Des programmes d'ajustement structurel, nous sommes passés aux documents de stratégie de réduction de la pauvreté. Et nous sommes passés ensuite à un document de stratégie de la croissance, de la promotion de la croissance. Et tous ces programmes sont accompagnés par l'ensemble des bailleurs de fonds. Et le développement d'un pays se fait... Et quand on parle de partenariat, on parle d'engagement mutuel. Ça veut dire que d'un côté, le gouvernement béninois prend l'engagement de faire un certain nombre de choses, et de l'autre côté, la communauté internationale lui promet des ressources pour appuyer ses efforts sur nos propres forces. Ce leitmotiv a été toujours présent dans notre action parce qu'on dit chez nous, c'est en portant la charge après avoir porté la charge sur votre genou, que vous pouvez demander un concours pour la porter sur votre tête. Donc, le Bénin est engagé dans un processus de développement qui est auto-entretenu et auto-soutenu, tout en restant ouvert à l'aide des partenaires au développement. Et comme vous le savez, nous avons réalisé plusieurs réformes. Les réformes que nous avons réalisées, il y en a une qui porte sur les dépenses publiques, sur les finances publiques. Et cette réforme permet maintenant de définir, disons, un programme commun d'action dans lequel la communauté internationale apporte une contribution. Donc, c'est à travers ce partenariat que le Bénin se développe. Et ce partenariat donc porte sur des secteurs bien précis avec la définition de politiques partagées, de politiques et de stratégies partagées avec les bailleurs de fonds. Ça veut dire qu'on tient compte de leurs avis tout en restant sur notre propre logique, sur notre dynamique interne pour mobiliser aussi bien les ressources de matières premières considérables. Nous avons quelques gisements que nous exploitons, nous produisons du ciment, nous produisons du marbre dans des quantités limitées et comme vous le savez, nous faisons beaucoup d'efforts pour accroître aussi l'apport de la population, mobiliser les ressources internes pour, disons, la prospérité que nous voulons partager et à laquelle nous travaillons quotidiennement. Donc, nous avons une contribution propre de plus en plus croissante à notre développement et nous voulons donc, avec l'appui de nos partenaires, passer à une vitesse plus accélérée de croissance économique pour nous permettre d'assurer le développement durable. Et surtout, nous nous sommes dotés d'une d'études nationales de prospective à long terme qui nous fixe 2025 comme l'année où le Bénin devra être un pays bien gouverné, prospère, et suivant un scénario que nous avons appelé le scénario Alafia, qui signifie paix, tranquillité, bonheur. Donc nous avons, disons, un fil conducteur qui permet d'orienter le développement du pays, je dois vous le dire. C'est ce qui constitue aussi la force de la société béninoise, c'est que nous avons rompu avec cette idée d'éternel recommencement.
Et ce programme, ces études de prospective à long terme, études nationales de perspective à long terme, a été réalisée par le gouvernement du général. Et le gouvernement de Dr Boni Yayi s'est établi dans le même sillage et poursuit le même objectif tout en variant ses moyens et ses méthodes d'action. Et c'est cela qui fait que le Bénin reste un pays stable, mobilisé vers le progrès, et la communauté internationale qui a un enjeu dans la promotion de tenue en Afrique nous soutient et nous continuons notre chemin dans cette lancée. Et quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, nous avons l'énergie nécessaire pour surmonter nos divergences de vues et pour avancer. Et comme vous le savez, l'année 2011, les élections que nous avions eues en 2011 n'ont pas été du tout faciles. Il y avait matière à craindre pour le pays parce que nous avons opéré dans ce cadre le passage de l'ancienne génération à la nouvelle génération. Et ça n'a pas été facile parce que, comme vous le savez, dans la constitution du Bénin, la limite d'âge pour accéder à la présidence est 70 ans. Et l'année dernière, quand on était en train d'organiser les élections, il y avait plusieurs caciques de la classe politique béninoise, plusieurs dirigeants de haute facture qui approchaient les 70 ans. Et vous avez vu que ça a été une élection fortement disputée et nous nous sommes servis. Le président a perçu l'enjeu de cette élection et a engagé une dynamique qui nous a permis de maintenir la barque à flot, qui nous a permis de garder le cap. C'est la LEPI. On n'en parle pas souvent, mais on en parle beaucoup actuellement au Bénin, la liste électorale permanente informatisée, qui est une liste biométrique, numérisée, qui a permis d'organiser les élections sur la base des bases matérielles concrètes et limiter comment on appelle ça, la fraude électorale, et qui nous a permis aussi d'avoir un fichier, de nous doter de fichiers pour pouvoir moderniser toutes les pratiques du pays, pour pouvoir moderniser tous les rouages du pays. Et vous savez qu'avec une liste numérisée, avec une liste numérique, on peut faire beaucoup de choses. Les banques déjà s'en servent pour délivrer des cartes de crédit et on peut faire beaucoup d'autres choses. L'état civil peut être et des données bien précises pour éviter les confusions qui se passent d'habitude dans le cadre des campagnes, des élections. Et disons, conduire notre pays vers une démocratie apaisée dans laquelle les consultations électorales se passent sans heure et où l'alternance devient un mode de vie. Donc, et comme vous le savez, le président, à sa dernière investiture, a dit « C'est mon second et dernier mandat. En 2016, je suis partant. » Donc, il n'y a pas beaucoup de cas comme ça en Afrique, mais c'est une dynamique qui est propre à la jeune démocratie béninoise qui essaie de se fortifier, qui essaie d'avancer et qui essaie d'entretenir le rêve commun que nous avions fait en 1990, d'avoir une société consensuelle basée sur une dynamique nationale propre. Vous avez dit dans votre mot que le Bénin a un problème en ce qui concerne l'industrialisation, puisque c'est un pays purement agraire et qui vit vraiment de la vie de ses habitants. Nous savons que partout en Afrique, nous avons une force qui est tant scientifique, qui est tant pratique et qui est aussi une ressource à ne pas négliger, c'est-à-dire la diaspora. Quel est le programme du docteur Boni Yayi avec la diaspora et quelle est la place de la diaspora dans le gouvernement béninois? Les habitants de diaspora, nous avons dénombré au dernier recensement autour de 9 millions d'habitants au plan national et près de 3 millions d'habitants à l'étranger.
Donc le Bénin a une diaspora très forte. Partout, dans tous les pays du monde où vous allez, vous trouverez au moins un Béninois. Et je dois vous dire que le gouvernement béninois a toujours eu le souci d'impliquer la diaspora dans le développement du pays. Et c'est pour cela que le gouvernement béninois a mis sur pied, déjà du temps du général Mathieu Kérékou, un haut conseil des Béninois de l'extérieur. Et tous les gouvernements que Dr Boni Yayi a eu à diriger jusque-là ont eu en leur sein, disons, un portefeuille des Béninois de l'extérieur. Un portefeuille des Béninois de l'extérieur. Et il y a eu même des gouvernements qui ont intégré des vies à l'étranger dans ce gouvernement-là, dans le gouvernement du Bénin. Donc, le Bénin a à cœur de mobiliser la contribution que la diaspora, sa diaspora, peut apporter à l'évolution du pays. Et diverses initiatives sont en cours pour renforcer cette contribution, pour avoir, par exemple, une chose auxquelles nous sommes en train de réfléchir, pour pouvoir faire en sorte que les Béninois de l'extérieur puissent apporter une contribution de plus en plus substantielle au développement du pays. Et il y a aussi un programme que l'action diplomatique du Bénin sert à relayer. C'est celui-là qui vise à promouvoir, disons, la mobilisation des Béninois de l'extérieur et encourager la formation d'associations qui leur permettent donc de se doter d'une personnalité juridique pour pouvoir agir en tant que communauté et contribuer au développement. Contribuer d'abord à leur propre bien-être dans les pays où ils sont établis et contribuer aussi au développement du pays. Mais au-delà de tout cela, nous avons à cœur de faire en sorte que l'Afrique, en tant que continent, puisse mobiliser l'ensemble de ses ressources. Je sais que vous n'ignorez pas que l'Afrique a une diaspora douloureuse qui est née de l'esclavage et qui est éparpillée un peu partout en Amérique et dans d'autres pays aussi. Et le gouvernement béninois, celui du général surtout, a engagé une action pour, disons, dynamiser les relations entre l'Afrique et cette comment on appelle ça, et cette communauté. Et je dois dire que c'est une action qui est partie des réflexions qui ont eu lieu de l'Amérique et qui a été célébrée en février 1992 au Bénin par exemple, et qui a permis de retracer le circuit, disons le parcours ou ce qu'on a tout simplement appelé la route de l'esclave, et faire en sorte qu'on puisse réactiver de façon positive ce passé de nos pays, l'essor du continent africain. Et comme vous le savez, il y a des marques très claires de cet effort qui a été fait au Bénin, et nous encourageons la diaspora douloureuse à s'intéresser davantage à la vie du continent, à contribuer davantage par ses mouvements de retour et par la mobilisation en faveur du développement du continent, parce qu'il y va de la dignité de l'homme noir de par le monde, partout où il est, il doit se sentir attaché à la terre d'origine qu'est l'Afrique. Et vous savez que le Bénin a une occasion exceptionnelle de servir l'Afrique, puisque le président de la République du Bénin, Dr Boni Yayi, a été en janvier 2012 élu à la présidence de l'Union africaine. Des responsabilités dont il s'acquitte avec brio depuis ce temps, et comme vous le savez aussi, grâce à sa capacité de négociation, grâce à la capacité de dialogue, il a réussi à aider l'organisation à surmonter la crise qui avait été causée par les difficultés que nous avions à doter la commission d'un président. Et comme vous le savez, au dernier sommet, sous la présidence de Dr Boni Yayi, l'élection a été reprise et nous avons pu élire un nouveau président pour la commission de l'Union africaine.
le Bénin poursuit l'exercice de son mandat jusqu'au prochain sommet qui, comme vous le savez, aura lieu en janvier 2013. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes en symbiose avec la diaspora et nous voulons faire en sorte que cette diaspora puisse contribuer à aux efforts de développement du pays. Et vous savez qu'il y a eu un événement marquant sous le mandat du président Yayi. C'est cette conférence africaine, ce sommet de la diaspora qui a été organisé le 25 mai dernier en Afrique du Sud et qui a permis donc de mobiliser ce que nous commençons déjà par appeler la 6e région de l'Afrique, qui est donc la communauté africaine dispersée de par le monde, et aussi bien dans les États que, disons, dans les organisations internationales de la société civile, les organisations non gouvernementales à caractère international qui animent la scène politique, la scène internationale. Donc, je dois vous dire que la diaspora est une partie importante de la vie nationale au Bénin, mais aussi quelque chose que nous voulons promouvoir au plan continental. De la manière diplomatique et aussi de la manière réussie que le président Boni Yayi a dirigé effectivement l'Union africaine. Nous savons qu'il a acquis le Bénin dans des difficultés que nous avons évoquées plus haut, où nous avons parlé de l'économie qui n'était pas vraiment florissante, et il a fait en tant que technicien, et il a essayé d'utiliser sa gigote pour remettre le pays sur les rails. Il a accédé à la présidence de l'Union africaine, encore une fois avec des problèmes en Afrique. Bien qu'aujourd'hui, nous pouvons lui jeter des fleurs, nous avons une présidente de cette institution à caractère continental, Zuma, de l'Afrique du Sud. Mais les foyers de tension demeurent. Nous avons cru, avec l'arrestation de Laurent Gbagbo et sa détention au niveau de la Cour pénale internationale, que la paix devrait revenir en Côte d'Ivoire. Nous avons de Bénin, nous avons le Mali. Le Mali qui se cherche beaucoup de votre port pour la survie. Et ce Mali aujourd'hui est divisé en deux, où il y a même des tueries par pendaison ou bien par lynchage à cause de ce qui se passe au nord. Et encore, nous avons un autre pays où un gouvernement délinquant que nous appelons le Rwanda, qui est en train de faire du n'importe quoi au Congo. Et l'Union africaine, sous le mandat du docteur Boni Yayi, ne sait pas prendre une décision pour taire complètement cette souffrance. Est-ce qu'il veut seulement que le Bénin avance et l'Afrique reste derrière, ou bien il est en train de prendre des mesures, comme il a réussi au Bénin, qu'il réussisse aussi partout en Afrique, monsieur l'ambassadeur? Vous avez présenté toute l'excité du continent africain, qui se trouve confronté à des difficultés majeures, dans son évolution. Vous savez que nous sommes une société postcoloniale et nous traînons toujours les séquelles de ce passé, et ça nous crée des difficultés à diverses occasions et dans plusieurs régions du pays. La question des frontières, la question des mouvements migratoires, la question de la diversité ethnique de nos pays, ce sont autant de problèmes que tous les pays ont et qu'ils gèrent différemment. Vous avez parlé du Mali, je vous dirais que ce qui se passe au Mali est quelque chose qui préoccupe énormément le président, et il a une approche très claire sur la façon dont il faut résoudre le problème. Le Mali est confronté à une, disons, agression de la part des mouvements extrémistes internationaux qui veulent ériger un sanctuaire dans la région du Sahel. Et le président a bien compris le danger que représente cette
évolution négative du Mali, qui a mis à mal la souveraineté du pays et son intégrité territoriale. Et il n'a ménagé aucun effort pour que la communauté internationale puisse se mobiliser pour prendre à bras le corps que ce problème qui dépasse le continent africain par sa gravité. Vous savez que le Conseil de sécurité a été saisi et continue de délibérer sur cette question. Et nous souhaitons vivement que dans un bref avenir, on puisse trouver les moyens de circoncire le mal. Parce que si on ne le limite pas, gratifié par, disons, l'histoire. Et parler du Rwanda, je ne veux pas reprendre vos termes parce que je ne peux pas prendre en tant que diplomate des libertés avec le langage, mais ce que je puis vous dire, c'est que le dernier sommet a servi de cadre pour des concertations sur la façon de circonscrire les difficultés qui ont ressurgi à l'est du Congo. Et nous avons bon espoir qu'à court terme, on pourra vraiment limiter et disons, régler le problème de la reprise des hostilités et des activités des groupes, des armes, des bandes armées, des groupes armés non étatiques dans cette zone pour rétablir la souveraineté nationale du territoire. Et je dois vous dire qu'il y a beaucoup à faire et c'est pour ça que l'Union africaine s'est dotée d'une architecture de paix et de sécurité pour que l'Afrique puisse apporter davantage de contributions à la résolution des problèmes du continent. Vous savez que l'Union africaine a réussi à déployer une force, la MISOM, les mouvements terroristes qui empêchaient la reconstitution de l'État somalien là-bas et que des efforts sont en train d'être faits au cours du mois d'août prochain pour qu'on mette fin à la période de transition. Il y a beaucoup de problèmes, mais il y a aussi beaucoup de succès qui sont en train d'être engrangés pour faire en sorte que la stabilité revienne sur l'ensemble du continent. Et je dois dire que nous devons faire davantage, nous devons privilégier le dialogue, nous devons faire en sorte que si le dialogue ne marche pas, qu'on puisse prendre les dispositions nécessaires pour préserver la stabilité du continent africain. Et c'est dans cette dire que on ne fait pas grand-chose pour l'Afrique. Nous sommes investis d'un mandat. Le Bénin, autant que les circonstances nous le permettront, à améliorer le niveau de vie de nos populations. Je vous remercie. Nous tendons vers la fin de notre conversation. Ça serait un péché si je ne vous pose pas une question sur la diplomatie et sur l'actualité. L'actualité, c'est le président français, le nouveau président français, François Hollande. Il a pris le pouvoir. Et nous avons tous suivi qu'il a suspendu le département Afrique dans son cabinet. Et nous constatons dans tous les pays africains francophones, au niveau du ministère des Affaires étrangères, il y a un département qu'on appelle le département de la francophonie. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les Africains réciproquent en fermant ce département au niveau du ministère des Affaires étrangères? Ça, c'est de 1. De 2, il y a la francophonie qui s'annonce à mi-octobre au Congo. Et il y a une polémique au niveau de la France même où on ne veut pas que François Hollande y aille. On a suivi le président guinéen Alpha Condé. Il dit ce pays pose problème. Et beaucoup de présidents se demandent s'il faut aller là-bas à cause des élections qui se sont passées d'une manière calamiteuse. Est-ce que le docteur Boni Aï y sera? Oui, monsieur Kaye, je pense que vous avez posé une question assez délicate. Ce que le nouveau président français fait appartient à son programme d'action, à sa vision politique. Et il n'est pas exclu qu'il soit d'un autre avis sur la question des relations entre la France et les anciennes colonies de la France en Afrique par rapport à son prédécesseur. Donc le fait qu'il ait fermé, d'après ce que vous avez dit, son bureau en charge, le bureau de la présidence en charge de l'Afrique, peut être significatif d'une volonté de normaliser
ces relations d'État à État et de faire en sorte que les rouages habituels de la diplomatie puissent les prendre en charge de façon globale. Donc, moi, je n'ai pas à émettre un avis là-dessus. C'est une question de souveraineté nationale de la France, de déterminer le niveau auquel il veut placer ses relations avec l'Afrique. Vous avez parlé aussi de la francophonie. La francophonie, il y a une grande différence par rapport à la relation entre la France et l'Afrique. Parce que la francophonie, c'est un mouvement qui rassemble l'ensemble des pays francophones. Je crois qu'on doit être près de 70 pays membres de cette organisation, puisque c'est l'Organisation internationale de la francophonie. Et la volonté de maintenir le capital de culture que nous avons, culture commune que nous avons, disons sur la base commune, est totalement différente. Et de ce point de vue, je vous dirais que la francophonie est née en Afrique par l'action de Amani Diori, de Léopold Sédar Senghor et de bien sûr et bien d'autres chefs d'État qui se sont impliqués à une aire linguistique commune. Et ce que nous faisons là, c'est un effort de solidarité linguistique pour pouvoir maintenir, disons, une certaine prévalence ou la pratique par cette solidarité linguistique, le développement de nos pays. Et vous savez que la francophonie s'est beaucoup investie dans la promotion de la démocratie. Et ce mouvement a eu plusieurs étapes. Nous avons nous-mêmes organisé dans ce cadre une conférence qui s'est située dans le processus préparatoire de la 4e conférence internationale des démocraties nouvelles ou rétablies à Cotonou, et tenue à Cotonou en décembre 2000. Nous avions organisé déjà en février 2000 à Cotonou de la conférence nationale du Bénin, et ceci dans le cadre de la préparation de la conférence de Bamako qui devrait, disons simplement, tout l'ensemble des pays francophones d'un référentiel commun de démocratie à travers la déclaration de Bamako, et qui permet donc d'établir un modèle et au recul de la démocratie en Afrique. Donc je dois vous dire que la francophonie c'est différent des relations entre la France et l'Afrique, et je dois dire que je ne peux pas me prononcer sur le calendrier du président Yayi, puisque il est le chef de l'État et il déterminera le moment venu l'opportunité pour lui de se présenter. Qui plus est, il n'est pas seulement le président du Bénin, maintenant il est aussi le président de l'Union africaine, et par rapport à tous ces éléments, il a un calendrier, je sais, très chargé, et je ne peux pas me prononcer sur les paramètres qui entreront en ligne de compte quand il s'agira de prendre la décision d'aller à Kinshasa ou de ne pas y aller. Je vous remercie. Vous avoir reçu, chaîne. Vous m'avez donné de partager quelques vues sur l'évolution de la situation au Bénin avec vos téléspectateurs. Je pense que ce que nous faisons au Bénin, nous avons à cœur de bien le faire et de faire en sorte que nous puissions devenir un pôle de développement au Bénin, que nous puissions devenir à renforcer notre capacité à promouvoir l'image positive de l'Afrique et faire en sorte que l'expérience béninoise, s'il y a quelque chose à en tirer pour les autres, qu'il puisse être aussi bénéfique à l'ensemble du continent africain. Donc, dans cette optique, moi je vous dirais merci de m'avoir donné cette opportunité d'échanger avec vous. Et je le fais d'autant plus que demain, nous sommes aujourd'hui 31 juillet et demain sera le 1er août, jour où l'État béninois a accédé à l'indépendance. Et donc, je pense que vous avez à ce carrefour où nous sommes de la célébration du 52e anniversaire de l'indépendance du Bénin,
une vue d'ensemble de l'évolution récente du Bénin. Je vous remercie de l'occasion que vous m'avez donnée de la présenter. Kasisa